En termes d'analyse de la crise, je vous ai fait un graphique, pas deux, comme ça je peux m'attarder sur celui-là, qui représente l'évolution de la croissance annuelle du produit intérieur brut réel. Alors, je ne suis pas sûr que vous sachiez exactement la définition de tous ces termes. Donc, le produit intérieur brut, normalement, c'est la richesse qui est créée en un an par un territoire. Donc, oui, ouais, un petit peu des interférences. Donc c'est la richesse créée sur un territoire pendant une période donnée, donc par exemple un an. Un territoire, donc c'est en général un pays. Et c'est la richesse marchande et monétaire. Donc tout ce qui n'est pas marchand, etc., va être sorti du PIB. Donc par exemple, normalement, cette réunion-ci ne fait pas partie du PIB, hein, donc, parce qu'il n'y a pas d'échange marchand. Alors réel, ça veut dire que dans l'analyse, on a bloqué la question de l'inflation. C'est-à-dire que l'augmentation des prix, normalement, n'est pas prise en compte. Alors, comme il y a plusieurs lignes, donc c'est ça qui rend le graphique un petit peu compliqué, vous devez vous prendre une courbe, une ligne en particulier. Et donc je vous propose de commencer avec la ligne blanche, qui représente l'analyse au niveau mondial. Et donc c'est très intéressant de voir, enfin si vous arrivez à la suivre, dans ce fatras de lignes. Mais normalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant les années 60, on voit que la croissance annuelle est assez forte. Elle dépasse les 4% par an, chaque fois. Hein, vous voyez la ligne blanche. Vous voyez qu'elle est très nettement au-dessus des 4%. Et dès le début des années 70, elle va, en particulier en 73, elle va plonger. Et depuis lors, pratiquement, elle ne va presque plus jamais dépasser ces lignes de 4%. Donc ça, c'est déjà un point intéressant. Et vous voyez aussi que la seule fois dans toute l'après-guerre, parce que c'est, je pense, aussi la même chose dans les années 50, la première fois depuis la guerre que le PIB est négatif. Hein, donc, dans le terme économique, on dit qu'il est négatif. Hein, on ne parle pas de décroissance, on parle de PIB négatif, de croissance négative. C'est en 2009. Donc, vous voyez bien que la crise actuelle, c'est vraiment un élément qui est majeur et qui donc remet un petit peu ce qui s'est passé dans les années 30 en perspective. Et vous voyez que depuis, d'ailleurs, la croissance est relativement faible. La deuxième ligne que vous pouvez suivre, c'est celle de l'Union européenne, c'est la ligne bleue. Et vous voyez très bien que c'est à peu près la même chose que les autres lignes. Et dans les dernières périodes, depuis 2009, donc, vous voyez que pratiquement l'évolution est très très faible. Donc c'est pour ça que d'ailleurs l'Union européenne vient simplement de reprendre, d'avoir de nouveau en termes réels le niveau d'avant la crise. Donc pendant presque 10 ans, avec toutes les politiques d'austérité, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut en parler de manière plus détaillée que moi, mais toutes les politiques d'austérité ont fait en sorte qu'en fait l'Union européenne a eu une croissance, et la zone euro en particulier, a eu une croissance extrêmement faible. Troisième ligne, évidemment, que vous pouvez suivre, ça c'est la plus évidente, c'est la ligne orange, qui ne commence pas, j'ai éliminé les années 60 parce que c'était trop volatile. Mais donc vous voyez que la Chine, parce que ça représente la Chine, effectivement a une croissance bien plus forte que tout le reste, mais depuis la crise, pratiquement aussi, vous voyez que cette tendance aussi va à la baisse. Ce qui montre très bien que, en fait, la situation est toujours relativement alarmante. Vous pouvez suivre le Japon, vous voyez que le Japon a fait sa progression essentiellement dans les années 60-70, et puis à partir de 90, vous voyez que normalement, si vous arrivez à identifier la ligne jaune qui représente le Japon, vous voyez que ça approche du zéro. Et les États-Unis n'ont pas une ligne extraordinaire non plus. Hein, donc quand on parle ça reprend, etc., c'est vraiment des termes qui disent c'est très très faible en termes de croissance. Alors,
Ça, c'est l'analyse qu'on peut faire au niveau du graphique. Donc, c'est le seul graphique, on peut éventuellement y revenir par la suite, mais c'est le seul graphique que je vais présenter. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a, puisque maintenant, effectivement, il y a une petite reprise au niveau de l'Union européenne, on vous dit qu'effectivement, la crise pratiquement est finie, etc. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est sorti un petit peu de la crise qui s'est passée à partir de 2007 ? Première chose, c'est qu'il y a eu un certain nombre de plans de stimulation de l'activité, mais le principal plan, c'est celui qui a été suivi en Chine, parce que tout le reste, tous les autres plans, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon et pratiquement ailleurs, ils ont été très très faibles. Donc ici en Europe, on a essentiellement soutenu le secteur automobile à travers une prime à la casse, ce qui a fait en sorte que tout simplement le secteur automobile n'a pas chuté brutalement, mais a chuté progressivement. Donc ça, c'est l'effet que ce plan a eu. Mais tout le reste, ça n'existe quasiment pas. Deuxième chose, en fait, les politiques les plus importantes qui ont contribué un petit peu à redresser l'affaire, ce sont des politiques monétaires. C'est-à-dire qu'on a pratiquement donné de l'argent et c'est la banque centrale ou les banques centrales qui ont donné de l'argent et essentiellement l'ont donné à des banques, à d'autres, des banques privées, de telle sorte que ces banques privées, normalement, puissent faciliter la distribution de crédit. Et de cette manière-là, essayer de relancer les investissements. Et donc tout ça s'est passé de manière très très lente. Et en fait, les banques n'ont pas joué les banques privées n'ont pas joué leur rôle. Et donc en fait, on a donné beaucoup d'argent et on a transformé une partie des crédits douteux qui venaient de la crise des subprimes et d'autres crédits douteux. Donc on a transformé ces dettes en liquidités. Et donc les banques les ont accumulées pour essayer d'améliorer leur situation à elles, mais pas du tout pour relancer l'économie. Mais ça a été extrêmement important parce que ce sont des politiques monétaires qui ont duré pratiquement depuis les débuts de la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on a des politiques monétaires de facilitation de crédit, et donc ça fait pratiquement 10 ans qu'on mène ce genre de politique. Donc effectivement, ça veut dire qu'on met des liquidités de plus en plus dans le rouage économique, et donc ça risque de se répercuter sur les problèmes qui risquent d'arriver dans les années ou les mois qui viennent. Troisièmement, on a mené des politiques de compétitivité, c'est-à-dire que compétitivité en termes macroéconomiques, ça veut dire qu'on doit être exportateur net, donc on doit exporter plus qu'importer. Vous comprenez très bien que c'est une politique qui, à l'échelle mondiale, est une politique stupide, parce que s'il y en a un exportateur net, automatiquement il y a un importateur net. Et donc, pendant toutes les années qui précédaient les années de 2007, en fait, l'importateur net le plus important était les États-Unis. C'est eux qui absorbaient, grosso modo, les excédents commerciaux des autres pays. Mais, évidemment, aujourd'hui, Trump veut basculer et donc arrêter cette politique-là. Donc, je ne sais pas ce que ça va avoir comme conséquence, mais ça risque d'être assez douloureux. Donc, vous voyez bien que les politiques véritables qui peuvent vraiment arrêter la crise, elles n'ont pas été mises en place, et donc le risque soit qu'on appelle ça une nouvelle crise, ou bien simplement que la crise qui a émergé en 2007 va de nouveau s'approfondir, sont extrêmement importants. Alors, puisque effectivement ici on n'est pas simplement sur une question d'analyse, mais aussi pour savoir comment est-ce qu'on doit sortir de la situation. Donc je vais quand même aborder cette question-là, donc même si je trouvais d'abord important de bien préciser quel est l'état de la situation de crise aujourd'hui. La question centrale est de savoir comment est-ce qu'on analyse la crise. Et la question, à mon avis, importante, parce qu'effectivement ça va avoir des conséquences extrêmement importantes sur l'objectif qu'on va défendre, est-ce que cette crise est seulement financière, ou bien est-ce qu'elle a des aspects beaucoup plus systémiques et beaucoup plus profonds? Et donc ma réponse, c'est clairement que ce n'est pas simplement financier, mais c'est effectivement beaucoup plus systémique, et donc beaucoup plus profond, avec des effets effectivement extrêmement importants. Alors, pour ceux qui défendent que c'est simplement une crise financière, il faut savoir que la crise de 2007, et vous avez pu voir rapidement que vous voyez que les courbes descendaient régulièrement en dessous de zéro.
Hein, donc ça veut dire que, en fait, donc une crise, en fait, c'est d'ailleurs défini officiellement par le FMI, le Fonds monétaire international, c'est normalement la succession de 2 trimestres négatifs, en croissance négative. Donc, chaque fois qu'on est en dessous de 0, c'est que normalement, effectivement, officiellement, on est en crise, selon la définition officielle. Et donc, la crise de 2007 n'était pas la première. Alors, pourquoi cette crise, comme vous avez vu, c'était la première fois que l'ensemble du monde se trouvait en dessous de 0? Pourquoi est-ce que cette crise-là, spécifiquement, est extrêmement, était la plus dure? Deuxième chose, donc là, il faut l'expliquer. Donc, la finance n'explique pas ça. 2, c'est que le secteur à partir de laquelle la crise spécifiquement de 2007 est née, c'est le secteur des subprimes, c'est-à-dire des crédits immobiliers accordés à des gens qui ne savent pas normalement les rembourser. Donc subprime, normalement, celui qui a un crédit, il reçoit un prime, c'est-à-dire normalement un taux normal. Le subprime, c'est qu'en fait, vous êtes en dessous du niveau pour pouvoir obtenir ce taux normal. Normalement, vous avez donc des taux d'intérêt élevés. Et ce secteur est très limité parce que ça représentait à peu près 1000 milliards, un petit peu plus de 1000 milliards de dollars. Et donc, si vous regardez les chiffres à l'échelle mondiale, vous avez, je n'ai pas regardé dernièrement le PIB mondial, c'est à peu près 80 000 milliards. Les produits dérivés, les montants qui sont en jeu dans les produits dérivés, ça a chiffré jusqu'à plus de 700 000 milliards de dollars. Donc le 1000 milliards, c'est très peu. Donc pourquoi est-ce que ce secteur qui est relativement limité a entraîné cette dégradation et cette récession généralisée? Troisième chose, vous voyez bien que la crise se prolonge, que la croissance n'est plus active, mais elle est extrêmement lente. Donc ça montre que pourquoi est-ce qu'on est dans une situation pareille et que ça n'a pas été, par exemple, avant. Et 4, la politique monétaire, comme je l'ai dit, c'est une politique de facilitation. Et donc, historiquement, on a mis les taux d'intérêt très très bas. Donc on les a mis à 0 et parfois même en dessous de 0. Donc vous imaginez que faire des prêts en dessous de 0, ça veut dire que quasiment on donne le prêt gratuit. Et donc ça, on fait depuis pratiquement 10 ans. Donc pourquoi est-ce qu'on explique cette manière de procéder si c'était simplement un problème financier? Donc ça veut dire qu'à mon avis, il y a des choses qui sont bien plus profondes, bien plus au cœur même du fonctionnement du système qui expliquent cette crise. Et donc quels sont ces éléments? Par exemple, depuis la fin des années 70, puisque les États-Unis sont le cœur même à la fois de la croissance mondiale, du système capitaliste qui existe à l'échelle mondiale et le pays qui a effectivement déclenché la crise de 2007, eh bien, en fait, depuis la fin des années 70, elle a une stratégie économique essentiellement basée sur l'endettement, et principalement d'ailleurs l'endettement privé. Même s'il y a eu des périodes où il y a eu un endettement public très, très important, mais c'est l'endettement privé qui a vraiment dominé depuis lors jusqu'à la crise de 2007. Alors, dans le domaine économique, l'endettement, c'est un petit peu le système de dopage qui existe dans le sport. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on propulse avec des moyens financiers une croissance qui n'existe plus. Donc et donc évidemment, à un moment donné, la dette est tellement haute que les emprunteurs, pardon, les prêteurs se disent on ne va plus être remboursé, donc on arrête de prêter. Deuxième chose, c'est que depuis également ces années 70, les États-Unis sont devenus des importateurs nets, mais de manière extrêmement importante, et en termes de marchandises et aussi de capitaux. C'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent plus vivre aujourd'hui sans l'apport de ces marchandises, et donc ce n'est pas simplement des matières premières, par exemple du pétrole, etc., qui n'auraient plus, c'est vraiment des marchandises de courant, hein, parce que donc, tout le textile, par exemple, n'existe pratiquement qu'à l'échelle haut de gamme. Donc tout ce qui vient comme vêtements, etc., est importé. Tout ce qui est électronique, c'est plus fait aux États-Unis. Donc les radios, les TV, les ordinateurs, etc., tout ça vient de l'extérieur. Mais si les États-Unis sont importateurs commercialement, pour équilibrer les comptes, il faut qu'il y ait des capitaux qui viennent régulièrement aux États-Unis pour faire en sorte que la balance des paiements soit équilibrée. Sinon, elle ne l'est pas.
le fait d'avoir importé énormément de marchandises va avoir comme effet que la croissance dans les autres régions, donc par exemple l'Asie de l'Est, l'Europe et d'autres régions, l'Amérique centrale, le Mexique, ça a permis à ces pays-là d'avoir une croissance relativement élevée. Mais donc si les États-Unis bloquent, et donc c'est bien le discours actuellement du président américain de dire qu'on va bloquer cette importation massive, ça va avoir des effets sur la croissance des économies autres. Et ce qui s'est passé avec la crise, donc ils ont propulsé la dette privée de manière très très élevée, mais donc aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est que la dette publique a remplacé progressivement la dette privée. C'est-à-dire qu'on n'a pas résolu le problème de la dette privée, on a simplement fait en sorte que, évidemment, il y a des gens qui ne savent plus payer, donc ça veut dire que ces crédits-là sont bloqués, mais pour pouvoir mettre toujours de la croissance dans l'économie, on a remplacé la dette privée par une dette publique, parce que les États, effectivement, ont mis beaucoup de moyens pour à la fois sauver les banques, pour essayer de faire un petit peu de relance, pour tenir les comptes, etc. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les dangers de crise sont toujours présents et sont même d'ailleurs de plus en plus forts. Si, j'ai presque fini, donc si la crise pose un problème sociétal, ça veut dire qu'il faut réfléchir dans ce sens-là, de réfléchir, de dire voilà, la crise doit nous poser des questions. Dans quelle société vivons-nous? Est-ce qu'on doit continuer dans cette perspective-là, avec une croissance comme ça, qui est fondée sur l'avantage pour une minorité de gens qui dirigent ces entreprises, ces grandes entreprises et ces sociétés financières et qui en sont les actionnaires et qui génèrent en fait la crise, parce que évidemment ce processus a comme conséquence que les inégalités sociales augmentent, et d'ailleurs dans pratiquement tous les pays on voit depuis les années 70 une croissance des inégalités sociales, mais à une échelle je pense rarement vue dans l'histoire. Deuxième chose, c'est que les investissements sont toujours aux mains d'investisseurs privés et qui donc ne regardent pas le voisin pour savoir s'il doit faire les investissements, ce qui fait en sorte qu'il y a une anarchie totale pour investir. Donc ça veut dire que si ils repèrent un endroit où ils peuvent vendre, ben, toutes ces entreprises-là vont se précipiter sur ce marché pour essayer de l'avoir. Mais donc ils vont effectivement mettre en place des capacités de production qui vont être inutiles parce que donc si vous avez une augmentation de 20% du marché, par exemple, eh bien, et que tout le monde se précipite sur ces 20%, ben, ça veut dire qu'on va créer des capacités pour 40%. Et donc les 40% ne vont pas effectivement approvisionner les 20%, donc il va y avoir 20% de gâchis. Et donc ce qui est le moteur même de l'économie, c'est les profits. Et avec ça, on a des politiques de compétitivité. Donc j'ai expliqué une partie de l'absurdité, puisque normalement, en termes macroéconomiques, il faut être exportateur neutre, ce qui est évidemment impossible. Et donc, en fait, ces éléments-là, alors ici je le représente évidemment très très rapidement, mais montrent en fait que progressivement, il y a un déséquilibre entre la production et la consommation, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où en termes de définition, on appelle ça une crise de surproduction. C'est-à-dire, et ce qui est absurde, hein, parce que ça veut dire qu'on produit trop, alors qu'on sait très bien qu'il y a des régions entières, des secteurs entiers où effectivement il y a des besoins qui manquent. Hein, donc l'Afrique est certainement un continent qui a besoin d'avoir des marchandises, etc. Mais ils ne la reçoivent pas parce que de toute façon ils sont pratiquement de manière globale un petit peu insolvables. Donc ça n'intéresse pas les entreprises capitalistes. Donc, si on dit que c'est un problème sociétal, la seule manière de sortir de la crise, ben, c'est sortir du capitalisme. Ça, c'est... Donc, tant qu'il y a un capitalisme, ça, effectivement, on va rentrer dans la situation que ça va être avec des crises. Alors, moi, je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire comment ça va se passer, etc. Mais, effectivement, si on reste... la situation, à mon avis, ne peut que s'aggraver. Et d'ailleurs, l'élection de Trump montre plutôt une aggravation et des solutions qu'il va essayer d'apporter, qui vont effectivement aggraver la situation internationale. Maintenant, ça c'est une perspective générale.
sur lesquels, évidemment, moi, personnellement, c'est un projet à long terme pour lequel je me bats, effectivement. Mais je comprends bien que, évidemment, si je dis que la seule solution, c'est sortir du système, ce ne sera pas demain matin que ça va se faire. Hein. Donc, je vois bien qu'ici, qu'il n'y a que 6 personnes, donc même en se mobilisant tous massivement, en allant devant les parlements, etc., je ne pense pas que ça va avoir beaucoup d'effet. Donc, il faut mettre une série en place de revendications immédiates ou bien intermédiaires qui permettent effectivement d'avancer dans cette direction-là. Et donc, j'en ai quelques-unes ici, je vais m'arrêter là-dessus d'ailleurs. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. J'allais passer. Ah bon, je vais aller très vite, d'accord. Donc, moi je pense qu'il faut nationaliser le secteur financier. Donc, ce secteur financier est extrêmement important et extrêmement. C'est ce que je vous montre d'ailleurs dans le bouquin que je viens de publier. Il est extrêmement important, extrêmement influent et extrêmement dommageable. Donc, reprendre le contrôle là-dessus, c'est à mon avis essentiel. Deuxième chose, c'est qu'on doit augmenter absolument le revenu des salariés et des allocataires parce qu'effectivement la situation empire pour ces gens-là. Il faut des systèmes d'imposition, notamment pour pouvoir financer ces augmentations de revenus. Donc, à mon avis, le système le plus injuste et celui qu'on devrait mettre en place, c'est une imposition sur les patrimoines, donc un impôt sur la fortune, ce que les Français sont occupés à progressivement éliminer pour des raisons tout à fait débiles. Il faut le dire comme ça. Mais je peux expliquer par la suite, hein, si on a dans le débat. Donc, je ne suis pas contre imposer les revenus, plus les revenus riches, etc., les revenus des entreprises, mais à mon avis, le plus grave pour l'instant, c'est l'absence d'imposition du patrimoine dans la plupart des pays européens et dans la plupart des pays du monde d'ailleurs. Et dernier point, c'est défendre les services publics et même les développer. Alors, il faut savoir d'ailleurs que en termes de résistance à la crise, c'est le fait que des salariés peuvent avoir un revenu complémentaire s'ils sont mis au chômage et l'existence des services publics qui a été un amortisseur central de la crise de 2007-2009. C'est ça qui a permis aux gens de ne pas subir ce qui s'est passé dans les années 30, hein, donc, où il y avait vraiment des cortèges de gens qui étaient pratiquement soit à la rue, soit vraiment morts de faim, etc. Et c'est ça, mais je termine par là, que les autorités européennes essayent de détruire. Donc c'est vraiment une absurdité totale, enfin, de point de vue humanitaire, c'est une absurdité totale, parce qu'effectivement, c'est vraiment démolir les éléments qui ont pu faire en sorte que ces crises, pour les gens, n'ont pas été aussi dures que celles des années 30. Donc je suis Virginie de Romanet, je suis du CADTM, anciennement Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, et on a changé de nom récemment et on s'appelle maintenant Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Je vais expliquer pourquoi. Et aussi membre de l'ACID, donc audit citoyen de la dette en Belgique. Donc je vais parler de la question de la dette en Belgique. Maintenant, si vous avez des questions plus larges, je peux aussi tenter d'y répondre. Donc je vais commencer un peu ma présentation sur la crise de 2007-2008, donc un peu la même approche qu'Henri. Donc quand il y a eu la crise, il y a eu des sauvetages bancaires en Belgique comme dans d'autres pays européens. Il y a eu des sauvetages bancaires 4 fois en 2008 et puis encore une fois en 2011, plus en 2011 il y a eu aussi des garanties qui ont été octroyées par l'État belge, les garanties de Dexia, et c'était un montant extrêmement élevé puisque c'était 54 milliards d'euros à l'époque, en 2011. Bon, ça a diminué depuis à 45 milliards, mais ça reste un montant extrêmement élevé, et c'est une garantie qui a été octroyée pour une période de 20 ans. Le CADTM, avec Attaque Bruxelles 2 et Attaque Liège, a introduit un recours auprès du Conseil d'État pour faire annuler ces garanties. Ça a quand même assez ennuyé le gouvernement, mais donc ces garanties avaient été adoptées à l'époque où il n'y avait pas de gouvernement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2011, il n'y avait pas de gouvernement. Et donc c'était l'ancien gouvernement qui était en affaires courantes, qui ne pouvait évidemment pas prendre des mesures de cette envergure. Et donc comme c'était illégal, ce qu'il a fait, il a continué dans l'illégalité. Et donc en 2014, je crois que c'était en 2014, ça a été, parce que le Parlement n'avait pas été consulté,
Ça a été voté rétrospectivement. On a dit aux parlementaires, ben voilà, c'était pas très légal, mais quand même, il va falloir l'accepter. Et donc, le Parlement l'a accepté rétrospectivement. Il n'y a pas eu vraiment de grosse rébellion en son sein. Il y avait 2 parlementaires qui nous avaient accompagnés dans cette plainte. C'était Zoé Genot d'Écolo et Meirem Almassi de Groen. Et donc, effectivement, ça a quand même ennuyé le gouvernement, mais il est quand même parvenu à ses fins et à faire en sorte que le Conseil d'État ne traite pas notre recours positivement. Alors, la question de la dette, pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est parce que, bon, donc, en lien avec les mesures d'austérité qui ont été mises en place par rapport à la suite de la crise, la dette, vraiment, quand on a étudié la dette des pays du Sud, on se rend compte que ce sont les mêmes mécanismes que les mesures mises en place par le FMI, la Banque mondiale, à la suite de la crise de la dette de 1982, donc ce qui s'est appelé les plans d'ajustement structurel. Donc les mesures d'austérité qui sont appliquées en Belgique et plus largement en Europe sont vraiment le pendant de ces plans d'ajustement structurel. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces mesures d'austérité, elles n'ont pas pour véritable visée de diminuer la dette, elles ont pour véritable visée d'attaquer les conquêtes sociales et d'attaquer tous les acquis sociaux. Et donc c'est pour ça que c'est si important de s'attaquer à cette question et de démonter les argumentaires qu'on entend généralement dans les médias et de par les politiques. Donc nous, CADTM, donc Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, entre 1990 et 2016, puisque c'est l'année dernière qu'on a changé de nom, on a commencé en 2009 à travailler sur la dette des pays du Nord, puisqu'il y avait, donc, à la suite de la crise, il y avait quand même une forte demande, et on avait de plus en plus de demandes d'intervention en ce sens. Donc on a progressivement intégré cette question jusqu'à même y consacrer la majorité de notre temps. Et alors on a travaillé à partir de 2012 sur la dette belge en essayant de favoriser d'abord une campagne avec la FGTB, avec la FGTB, le CEPAC qui est une organisation d'éducation permanente de la FGTB, donc pour essayer de construire un rapport de force et ensuite intégrer d'autres organisations. Cette campagne s'est appelée À qui profite la dette? Et grâce à cela, grâce à ce premier pas, qui a abouti à la mise en place d'une petite vidéo qui a été vue plus de 200 000 fois et qui est sur le site de l'Audit Citoyen. On a réussi à créer en 2013 une plateforme qui intègre une trentaine d'organisations, donc nettement plus large que la précédente campagne. Mais bon, malheureusement, beaucoup de gens s'y retrouvaient, je veux dire, théoriquement, mais ne sont pas actifs dans la pratique pour travailler sur ces questions. Et donc soutiennent, mais voilà, soutiennent sans vraiment prendre une part active, je dirais, au mouvement. Donc c'est surtout le CADTM qui est porteur, et donc on a créé cette plateforme ACID, et c'est surtout grâce au travail de groupes locaux et particulièrement de personnes retraitées dans certains groupes locaux que cette plateforme fonctionne. Et voilà, pour l'instant, c'est pas, disons qu'on n'a pas un super impact, mais on a quand même fait du travail et on a quand même pas mal de données, d'éléments intéressants. Donc pourquoi qu'est-ce que ça représente en fait la dette belge aujourd'hui? C'est la dette totale de la Belgique représente environ 105% du PIB. Donc 105% c'est environ 450 milliards d'euros. Ce qui est important de savoir, c'est que la dette a énormément augmenté à la suite de la crise. On était à environ 87% du PIB en 2007 avant la crise, puis on est passé donc c'était à peu près de l'ordre de 300 milliards, puis on est passé à peu près à 350 milliards, et maintenant on est en 2010, et maintenant on est à 450 milliards. Et donc quelle est la raison de cet accroissement très très important de la dette? Donc les conséquences de la crise, donc Henri en a un peu parlé, donc les injections de capitaux, les injections de liquidités, donc ici en l'occurrence les sauvetages bancaires qui ont eu lieu, qui ont coûté très cher à l'État, puisque l'État a dû s'endetter pour financer ces sauvetages bancaires. Il y a eu
Dexia, il y a eu KBC, il y a eu Etias, et il y a eu encore, je ne sais plus laquelle. En bref, ça a représenté des montants très importants, plus les conséquences de la crise économique qui ont continué, qui ont fait augmenter fortement la dette. Donc si on constate une augmentation quand même de l'ordre de 50% par rapport à la période précédant la crise, ce qui n'est pas négligeable. Et avant la crise, le stock de la dette continuait de baisser. Il avait commencé à baisser dans le milieu des années 90 et il continuait de baisser. Il était quand même encore assez élevé puisqu'il était encore à 87%, mais il était en train de baisser. Et donc avec la crise, là on est reparti dans un mouvement inverse. Donc les gouvernements, c'est pas spécifique au gouvernement belge, disent qu'ils mettent en place des mesures d'austérité pour diminuer la dette et le déficit, mais on voit que c'est une fausse explication, puisque quand on regarde finalement les mesures d'austérité, il y a eu plus de 50 milliards d'austérité qui ont été mis en place, de mesures d'austérité, et la dette a continué d'augmenter. Donc ce n'est pas la véritable raison. Et ils le savent très bien, mais ils continuent d'invoquer ce moyen parce que c'est le seul qui soit acceptable. Ils ne peuvent pas dire que la dette, c'est un prétexte pour détruire les conquêtes sociales, mais c'est ça qu'elle est en vérité. Donc qu'est-ce que ça représente la dette concrètement aujourd'hui? Donc des montants importants puisque excusez-moi, le service de la dette c'est 45 milliards d'euros par an. 45 milliards d'euros, parmi lesquels il y a 13 milliards qui sont consacrés au remboursement des intérêts, environ 10 à 13 milliards. Et sans ce paiement d'intérêts, si on ne prenait que le remboursement du capital, par exemple, sans prendre en considération le remboursement des intérêts, on serait en excédent budgétaire. Alors que chaque fois, on parle de réduire le déficit budgétaire, mais ça, l'austérité sur la dette, il n'y en a jamais. Et sur les remboursements de capitaux, il n'y en a jamais. Et donc, il n'y aurait plus besoin de mesures d'austérité pour équilibrer le budget, même rien qu'en ne remboursant pas les intérêts de la dette. Et dans un contexte où, comme Henri l'a dit, les intérêts ont diminué, puisque la Banque Centrale Européenne a mis en place une politique de taux zéro, enfin presque pendant une période 0,5, on est même maintenant en une période de taux zéro, donc les banques se financent gratuitement, mais elles continuent de faire des profits énormes en prêtant à l'État, puisque les traités européens interdisent à la Banque centrale de financer directement les États qui sont obligés de passer par les marchés financiers. Et c'est pas parce que les intérêts ont diminué, et que donc s'ils sont à 2,5% ou 3,5% actuellement, qu'ils ne vont pas remonter lorsque la politique monétaire va changer, puisque ça arrivera certainement un jour, même si ce n'est pas forcément dans un futur très proche. Mais lorsque la Banque Centrale Européenne ou la Réserve Fédérale des États-Unis, parce que là ce sera plus au niveau mondial, décidera de réaugmenter ses taux, ben, ça aura des impacts en cascade. Mais l'État pourrait décider de ne plus être dépendant des marchés financiers, mais tant qu'il décide d'être dépendant, ben, il est soumis à ces ajustements. Et le fait que les taux aujourd'hui soient bas n'implique pas que l'ancien endettement, que les taux d'auparavant n'ont pas baissé. Les taux d'intérêt d'avant la crise, ils sont toujours là. Et si on regarde aux différents niveaux de pouvoir, ben, par exemple au niveau des communes qui sont les principales, qui représentent les principaux facteurs d'investissement en Belgique, à peu près 50% de l'investissement global est effectué par les communes. Mais la dette des communes, c'est pas grand-chose, c'est que 5% en volume total de la dette belge. Mais ça représente quand même 20% des budgets des communes. Et si on prend une commune comme Verviers, par exemple, le service de la dette représente 100 millions sur un budget total de 500 millions. Donc c'est plus que les dépenses d'éducation. C'est des budgets vraiment très très importants. D'où l'intérêt de s'attaquer à cette question et d'essayer de l'intégrer dans d'autres luttes connexes.
Donc j'ai mis un graphique donc, sur la ventilation des dépenses de l'État pour voir ce que ça représente par rapport au total des dépenses publiques. Donc on voit que c'est quand même pas négligeable. Si la sécurité sociale représente 114 milliards et les services publics en représentent 90 milliards, on voit que le capital remboursé en moyen, donc en 2015, c'était 32 milliards et les intérêts 13 milliards. Donc là, les intérêts ont diminué puisque les taux d'intérêt européens ont baissé. Maintenant, on est plus de l'ordre de 10 milliards cette année en 2017. Mais ça reste très très important et voilà, ça empêche plein de politiques publiques. Après, voilà, les gouvernements disent qu'il n'y a pas d'argent pour le logement, pour faire des politiques de logement ambitieuses, pas d'argent pour faire des politiques énergétiques, des politiques en matière de transport, d'éducation. Eh bien, voilà, la dette, elle y est pour beaucoup, quoi. Même si ce n'est pas la seule raison. Donc si on compare la question de la dette, les dépenses liées à la dette avec les dépenses sociales, on voit que c'est pas négligeable du tout. Donc si on regarde la comparaison entre ces deux aspects, donc d'une part le service de la dette, environ 45 milliards, 43 à 45 milliards, et d'autre part les soins de santé qui concernent pourtant toute la population, ça ne représente que 28 milliards. Les allocations chômage, à chaque fois on dit que oui, ça coûte cher, le chômage, etc. Ce n'est que 3% du budget de l'État. Quant aux revenus d'intégration, c'est 0,4%. Donc c'est des montants totalement minimes. Mais par contre, ce sont ces dépenses-là qui sont attaquées de plein fouet. Et donc, c'est pas clairement, d'un point de vue économique, ce n'est pas ces dépenses-là qui vont faire baisser la dette, mais c'est quand même ces dépenses-là qui sont attaquées. Et il n'y a jamais de remise en question du paiement des intérêts, et encore a fortiori, encore moins du paiement du capital. Donc si on regarde maintenant le graphique suivant, sur les raisons du gonflement de la dette. Ah oui, descendre avec l'ascenseur. La question donc là, on regarde sur une période plus longue, depuis le début des années 90, avec le traité de Maastricht, donc la création de la Banque Centrale Européenne, puis le traité de Maastricht. On regarde que si on voit l'évolution des taux, ben, là on est sur le graphique, la ligne bleue la plus haute, on est au taux de marché financier. Mais donc c'est un de mes collègues, Olivier Bonfond, qui avait fait ce graphique, qui est économiste, et donc il avait calculé sur base de différents taux les économies qu'il y avait moyen de faire. Donc si ça avait été le taux des deuxième en bordeaux, en marron, si c'était le taux des marchés financiers dans un premier temps, puis le taux de la Banque Centrale Européenne, ça aurait représenté une économie de 90 milliards, donc depuis 92, entre 92 et 2012, sur 20 ans. Si ça avait été le taux de l'inflation, puis le taux de la Banque Centrale Européenne, ça aurait été une économie de 171 milliards. Si ça avait été directement le taux de l'inflation pendant toute la période, une économie de 186 milliards. Si ça avait été un taux de 1%, donc là l'économie aurait été encore bien plus importante, 248 milliards, et taux zéro, ben ça qui n'est pas très réaliste. Taux zéro sur 20 ans, ça paraît pas très réaliste, mais néanmoins, c'est quand même intéressant de faire la simulation, l'économie aurait été de 306 milliards. 306 milliards, alors qu'aujourd'hui on a 450 milliards, vous voyez que la dette ne poserait plus aucun problème dans ces conditions, quoi. Et ce n'est pas la seule raison. Il y en a encore une deuxième très importante, c'est les cadeaux fiscaux. Donc les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, aux ménages les plus fortunés, ça représente, sans même compter le fait qu'il n'y ait pas d'impôt sur la fortune en Belgique, mais juste avec les intérêts notionnels, aux plus grandes entreprises, au fait que ben voilà, il y a une faible progressivité de l'impôt sur le revenu, qu'une grande partie de l'impôt est aussi composée de TVA, qui est quand même l'impôt le plus injuste puisqu'on ne paye pas en fonction de ses revenus. Donc ces cadeaux fiscaux représentent environ 170 milliards d'euros en 10 ans, donc ça c'est aussi extrêmement conséquent. Puis la raison que j'ai déjà invoquée tout à l'heure, donc qui montre pourquoi après la crise, en dehors de la situation de crise, la dette a fortement augmenté, donc de 50%, c'est les sauvetages bancaires. Donc
en 2008 et encore rebelote en 2011, quoi. Ça a fait 33 milliards d'un coup, plus l'impact lié à la crise économique. Et la garantie Dexia qui plombe les finances belges jusqu'en 2031, parce qu'on n'en entend plus parler pour l'instant. Mais il y a dans la bad bank, qui existe toujours, cette bad bank avec les produits toxiques. On ne sait pas combien de milliards d'euros qui se trouvent, plus de 200 milliards, mais on ne sait pas exactement combien de milliards d'euros il y a dans cette bad bank. Et donc, c'est une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de l'État jusqu'en 2031. Peut-être qu'elle ne sera jamais activée, hein, parce que c'est vrai que c'est... Mais elle est toujours là. Et alors, sur le fait que l'austérité mise en place, elle est bien réelle, et les populations les plus fragiles la subissent de plein fouet, mais ces 50 milliards, plus de 50 milliards depuis Di Rupo en 2011, n'ont pas véritablement fait diminuer la dette, puisqu'on voit au contraire qu'elle a augmenté. Et que les véritables mesures de l'austérité, c'est vraiment une offensive contre les conquêtes sociales comme il n'y avait jamais eu depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais la Belgique n'est pas le seul pays dans lequel ça se passe partout ailleurs de la même manière. Et c'est véritablement, on parle de crise, on dit on a vécu au-dessus de nos moyens, il faut se serrer la ceinture, mais on n'est pas du tout dans le contexte d'une crise des dépenses, on est bien plus dans le contexte d'une crise des recettes. C'est-à-dire que l'État n'a pas été chercher l'argent là où il était, donc je vous ai dit par rapport aux cadeaux fiscaux, mais aussi donc en payant des taux d'intérêt trop élevés et en acceptant de se soumettre au marché financier. Et on voit que des pays qui font de l'austérité, disons autrement, ou qui veulent mettre en place des mesures tout en respectant quelque part le carcan de Maastricht, donc de déficit public de 3%, mais qui veulent mettre en place des mesures qui vont faire diminuer la dette et tout ça, se font quand même taper sur les doigts. C'est le cas du Portugal aujourd'hui, qui a refusé l'austérité depuis 2 ans, là, depuis la mise en place d'un nouveau gouvernement. Ça n'est pas du tout révolutionnaire ce que le Portugal a fait, mais néanmoins, il a augmenté les salaires, etc. Ça a redynamisé l'économie. Le Portugal a refusé d'appliquer les mesures d'austérité telles qu'elles ont été appliquées dans le reste des pays européens, telles qu'elles étaient appliquées au Portugal avant. Et le Portugal est le pays qui connaît la plus forte croissance économique depuis ces 2 ans. Et on voit aussi que d'autres gouvernements qui avaient la volonté de faire contribuer les plus riches ou les grandes entreprises se sont fait taper sur les doigts. C'est pas forcément des gouvernements qu'on va du tout mettre en modèle, pas du tout. Mais néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que chaque fois qu'un gouvernement veut réduire la dette, mais en passant par des méthodes non orthodoxes pour la Commission européenne, pour la Banque centrale européenne, par exemple en augmentant les salaires et donc en relançant la croissance par ce biais, ou en faisant payer les riches, et donc les grandes entreprises, etc., et en mettant plus d'impôts sur les grandes entreprises, il se fait taper sur les doigts alors que la dette va diminuer, alors que le déficit public va diminuer, et alors que la croissance économique, qui sont les objectifs prétendument affichés de la Commission, de la Banque centrale européenne, du FMI, alors que donc ces gouvernements vont pas revenir à ces objectifs, mais ils vont se faire, ce ne sera pas la manière orthodoxe d'y parvenir. Ouais, d'accord, ok. Je termine juste sur un truc. Une partie de la dette, donc ça c'est évidemment notre cheval de bataille, tant au CADTM que dans la CIT, c'est qu'une partie de la dette est une dette illégitime, et que cette dette ne devrait pas être remboursée. Et donc, par ce biais, on pourrait dégager des marges tout à fait importantes. Bon, j'ai pas le temps de développer plus, mais néanmoins, comme j'ai déjà donné quelques éléments, si vous voulez en savoir plus dans le débat, on pourra toujours continuer la discussion. Le CNCD, c'est la coupole de 80 organisations, mouvements, syndicats en Belgique qui sont attachés en Belgique francophone et germanophone, qui travaillent ou qui sont attachés aux questions de solidarité internationale et de coopération et développement. Voilà. Alors moi, au CNCD 11-11-11, ce dont je m'occupe, c'est de faire de la recherche et du plaidoyer sur les questions notamment de justice fiscale.
Je vais vous parler un peu de ça. Alors, la justice fiscale. Donc, nous, on est en réalité, on est en Belgique, comme en Europe, comme dans le monde, dans une situation d'injustice fiscale massive. Mais écoutez, c'est pas compliqué. Les personnes riches, ça a déjà été dit, payent de moins en moins d'impôts. Les profits des entreprises sont de moins en moins taxés. Et donc, les autres, donc les travailleurs et les consommateurs, par contre, payent de plus en plus d'impôts. Alors, est-ce que c'est moi, gauchiste, intermondialiste ou autre chose, qui le dit? Non, c'est le FMI. Voilà, le même FMI qui a imposé des plans d'ajustement structurel féroces dans les années 80, eh ben, eux-mêmes, dans leur littérature, aujourd'hui, constatent que, voilà, qu'il y a eu 40% de baisse de la moyenne de la tranche supérieure d'imposition pour les personnes les plus riches entre 81 et 2017. Ce qui a évidemment un impact généralisé massif sur les inégalités. Et alors, l'argument classique pour justifier ces baisses d'impôts, c'est augmenter la croissance, augmenter l'activité économique. Le FMI dit non, en fait, il n'y a pas de démonstration de ça du tout. Voilà. Alors, mais ça, c'est déjà, je vous dis, une baisse de 40%, c'est pas mal. Mais déjà, ça, c'est en fait, c'est une vision optimiste de la réalité. En réalité, c'est vachement pire. Pourquoi? Parce que les personnes riches ne déclarent pas leur revenu, ne déclarent pas leur patrimoine. Pourquoi? Parce qu'ils les mettent dans les paradis fiscaux. Alors, combien d'argent ils mettent dans les paradis fiscaux? Les estimations, évidemment, sont difficiles à faire, mais on varie entre la fourchette basse, 7,6 trillions, donc milliers de milliards, ou fourchette haute, 32 trillions. Pas mal. Tout ça, c'est l'argent aux îles Caïmans. Et donc tout ça, ça correspond à quoi? Là aussi des estimations qui environ ont tourné à des niveaux de 200 milliards de dollars par an d'impôts non payés grâce à ça. Alors ici, ça c'est les chiffres de Gabriel Zucman, qui est donc un économiste, et qui a fait notamment une évaluation de la part de la richesse offshore dans la richesse nationale. Et donc voilà, on a des pointes aux Émirats Arabes Unis notamment à 70%, et la Belgique est quand même c'est pas super, on est quand même vers la fin du tableau, donc on est à presque 20%. Donc voilà pour les personnes riches. Mais ça ne s'arrête pas là. Et donc, là aussi, chiffre FMI, la moyenne du taux officiel de taxation des profits des entreprises est passée de plus de 40% en 1980 à moins de 25% en 2014. Donc voilà, c'est presque une diminution de 50%. Mais à nouveau, donc voilà. Alors si cette courbe continue dans le même rythme, les profits des entreprises seront taxés à 0% en 2052. Mais à nouveau, c'est optimiste, c'est pire que ça. Parce que ça, ce sont les chiffres officiels, les taux officiels. Les multinationales ne payent jamais le taux officiel de fiscalité. On se souviendra du cas spectaculaire de Apple, qui au lieu de payer 12% ou 25%, payait 0,005%. Voilà. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils se livrent à des petits jeux. Les petits jeux, on les voit très bien dans la fameuse banane de Jersey. Donc ça c'est quoi? C'est une enquête déjà ancienne de 2007 du journal Le Guardian qui disait mais enfin, allons voir, sur une livre sterling dépensée en bananes en Grande-Bretagne, où va cet argent? Il y a une partie tout à fait normale, enfin petite d'ailleurs, il y a 1,5% pour payer les travailleurs agricoles qui vont chercher les bananes. Il y a 1% de profit déclaré par le producteur local. Les coûts de production, oui, il faut des tracteurs, des bêches, je ne sais pas en fait comment on fait les bananes, donc je ne vais pas dire des bêtises. Enfin, je suis sûr qu'il y a des coûts de production. Après, voilà, il y a les supermarchés qui distribuent les bananes. Et donc, on a 39% de coûts des supermarchés. Oui, il faut approvisionner les rayons, les acheter, les nettoyer, etc. Il y a les profits déclarés par les supermarchés, 1%. Et après, il y a toute une foule de dépenses bizarroïdes. 17% de frais de distribution aux îles Bermudes. Et 8% de frais d'achat aux îles Caïmans. Les frais d'assurance, 4% à l'île de Man. Je ne savais pas qu'il fallait particulièrement assurer les bananes,
Je ne sais pas très bien ce qu'est le risque. Mais enfin, bon, voilà. Hein? Ben, peut-être, oui, voilà. Les frais de management à Jersey. Voilà, à Jersey, il n'y a rien. Donc, c'est un rocher avec quelques banques et des chèvres. Et il fait froid. Et donc, je vous assure, il n'y a pas de milliers de travailleurs de l'industrie de la banane qui sont en train de manager l'industrie de la banane. Ça se saurait. Non, ça n'existe pas. C'est faux. Donc voilà, tout ça, c'est une vaste pantalonnade globale, voilà, qui a un coût. À nouveau, j'aime beaucoup citer le FMI, parce que quand ils sont d'accord avec moi, parce qu'on peut difficilement les accuser d'être des gauchistes, etc. Donc le FMI, comme il évalue que tout ça, tous ces petits jeux sympathiques, eh bien, ça a un coût. Le coût, c'est donc, ça c'est la perte due à l'optimisation fiscale des multinationales, eh bien, c'est 600 milliards de dollars par an. Et donc voilà, pour les pays OCDE, c'est 400 milliards, donc les pays riches. Pour les pays non OCDE, c'est 200 milliards. Donc pour les pays plus pauvres, vous dites c'est moins grave. Non, en fait, c'est plus grave. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus pauvres, évidemment. Donc en part de PIB, donc relativement, c'est des phénomènes beaucoup plus importants. Alors, la Belgique dans tout ça. Eh bien, la Belgique est un acteur de pointe. La Belgique est un paradis fiscal. En 2015, la Commission européenne a commandité une étude pour voir quels sont les pays qui facilitent le plus l'optimisation fiscale des grandes entreprises. Et la Belgique était arrivée médaille d'argent. Il n'y a que ces sacrés Hollandais qui nous ont battus. Voilà. Mais on a reçu être devant Chypre, devant Malte, devant Luxembourg. Pas mal. Bonne performance. Voilà. Alors évidemment, qui paye pour tout ça? Donc ça a déjà été dit d'ailleurs, c'est les services publics qui sont définancés. Bonjour Carlos. C'est la dette publique qui augmente, on en a parlé aussi. Et évidemment, c'est l'augmentation des impôts sur les autres, ceux qui ne peuvent pas faire des petits jeux avec aux îles Caïmans. Démonstration. Évolution du taux de TVA. Donc taux de TVA, c'est un des impôts les plus injustes, parce que si vous êtes pauvre, vous allez en payer beaucoup plus proportionnellement que si vous êtes riche. Voilà. Donc voilà, ça monte en flèche. Mais voilà, il ne faut pas désespérer, on se bat, et voilà, le CNCD, je vous ai dit, est actif sur les questions de solidarité internationale, et donc systématiquement, on essaye de travailler, de militer, de s'organiser avec des partenaires partout dans le monde, y compris dans le Sud. Et donc voilà, ici, j'ai pris sur Internet très rapidement quelques logos de quelques réseaux et organisations qui s'activent sur ces questions-là, notamment en Afrique, notamment en Amérique latine, et où on se mobilise tous ensemble pour la justice fiscale. Merci. Il n'y a pas longtemps, j'étais en débat avec un gars de la France Insoumise, le parti de Mélenchon en France, et lui il disait, avant ça s'appelait le parti de gauche, quand on allait parler, faire du porte-à-porte, les gens nous disaient ouais, vous êtes de gauche, vous êtes des corrompus, vous êtes Hollande, etc. Et ils disaient non, on n'est pas Hollande, vous savez, c'est différent. Mais ils perdaient 10 minutes et ils commençaient sur un très mauvais pied. Ils ont changé le nom, ils se sont appelés France Insoumise. Il a vu un changement radical dans la tête des gens. Ils ont pu directement aborder des points de débat et convaincre toute une série de personnes. Et ils ont doublé, voire triplé leur score aux dernières présidentielles. Je n'ai pas forcément de sympathie pour ce parti-là, mais je pense qu'en termes tactiques, ils ont compris quelque chose qu'il faut sortir de la symbolique pour essayer de toucher les gens sur des choses concrètes, qui sont les propositions qu'on porte, dénoncer l'oligarchie, dénoncer le comportement des entreprises, proposer des alternatives. Mais ça, malheureusement, c'est encore entravé par des discours que les gens qui sont en décalage avec la réalité que vivent les gens. Mais donc voilà, 3 points. Se mettre autour d'un agenda commun, repenser le discours, et puis se mettre autour de mobilisations communes. Et je voudrais terminer en parlant de prochaines mobilisations qui vont avoir lieu. Vous avez peut-être entendu parler d'un projet qui s'appelle Tam Tam. C'est un nom interne. Il va avoir un nom différent quand il va sortir plus tard. Ce sont les mutuelles, les syndicats, toute une série d'autres associations, l'association syndicale de magistrats, les fédérations des maisons médicales, la Ligue des familles, qui se réunissent depuis plusieurs mois. Ils ont pris toute autre chose comme coupole pour porter leurs actions et qui veulent relancer une dynamique de mobilisation sociale en Belgique. Alors 3 thèmes ont été sélectionnés pour être mis à l'agenda entre février et mai. Il y aura d'abord un mois sur la santé,
puis un mois sur le secteur de la justice, et puis un mois sur le secteur du travail, où on va essayer d'appliquer les recettes que j'ai abordées ici. Et donc, il y aura d'abord, pour chacun de ces thèmes, tout un travail de création d'un argumentaire avec les académiques et de propositions qui va être fait. Donc, dans le domaine de la santé, c'est quoi nos propositions? On est contre l'austérité, mais qu'est-ce qu'on veut? Dans un deuxième temps, il va y avoir toute une phase de sensibilisation, de conférences organisées, de débats dans les quartiers, etc., par les associations du secteur. Et puis dans un troisième temps, une phase de mobilisation et d'action où différentes associations du secteur, dont des qui n'ont jamais mobilisé, hein, typiquement la Fédération des maisons médicales, typiquement les juges, je n'ai jamais vu une manifestation de juges, pour faire pression sur le gouvernement. Et l'idée, c'est que si ça prend dans ces trois secteurs, donc la santé, la justice et le monde du travail, à partir de avril-mai, lancer des mobilisations similaires dans d'autres secteurs, le rail, les migrations, la démocratie et la sécurité sociale. Donc ça, c'est l'agenda pour le moment de toute une frange des mouvements sociaux belges pour la prochaine année, avec l'idée de faire un maximum de pression avant les élections. Parce que même si on pense qu'il va y avoir un nouveau gouvernement qui ressemblera très fort au gouvernement actuel, je pense qu'il faut absolument faire pression et attirer l'attention des citoyens sur le fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un moment historique. On est en train de complètement changer le modèle. On passait d'une forme de néolibéralisme soft à quelque chose de vraiment fort, et où on ne peut pas rester les bras croisés, parce que si on reste les bras croisés, c'est pour 20 ans qu'on va avoir de l'austérité.